Le fructose, c'est probablement l'un des sucres qui est le plus décrié aujourd'hui. On l'accuse de provoquer des ballonnements, des diarrhées, et parfois même d'être responsable du foie gras, de l'inflammation hépatique, de la résistance à l'insuline, etc. Et très souvent, tout ça, c'est résumé par une phrase: le fructose, c'est toxique. Le problème, c'est que rien ne va dans cette phrase. Donc dans cet épisode, on va faire exactement ce qu'on a fait pour le lait, c'est-à-dire qu'on va décortiquer ce que la science montre réellement, dans quel contexte le fructose pose problème, et surtout pourquoi ce n'est pas le même mécanisme chez tout le monde, et bien évidemment, quelles sont les solutions. Je m'appelle Mathis, je suis biologiste, et dans NutriCode, je décortique la nutrition, le sport et la santé à partir des mécanismes scientifiques appliqués à la vraie vie. Alors, avant de parler des symptômes, il faut comprendre la base. Quand on parle de fructose, le premier piège, c'est de croire que sucre égale sucre. En réalité, l'intestin ne traite pas le glucose et le fructose de la même façon. Le glucose, il passe principalement par SGLT1, qui est un transporteur actif très efficace et qui va recruter GLUT2, alors que le fructose, il va dépendre surtout de GLUT5, qui lui est plus limité en capacité et très variable selon les individus. Ça, c'est de la physiologie digestive qui est solide. Par exemple, on a Ferrari et Hall en 2008 qui décrivent bien la place centrale de GLUT5 pour le fructose et le fait que son expression s'adapte à l'exposition alimentaire. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est GLUT2. Parce que GLUT2, en fait, c'est un transporteur un petit peu généraliste. Il peut transporter le glucose et, dans certaines conditions, participer aussi au transport du fructose. Et surtout, il a une particularité, il n'est pas seulement sur la membrane basolatérale, dans des contextes de forte charge glucidique luminale, donc en gros, quand on a beaucoup de glucides dans l'intestin, il peut être recruté à la membrane apicale, ce qui augmente sa capacité d'absorption. Donc en fait, SGLT1 plus GLUT2, ça détermine une haute capacité quand il y a beaucoup de glucose. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le glucose va changer la mécanique d'absorption. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le fructose est souvent mieux toléré quand il n'est pas seul et qu'il est en présence de glucose, mais on y reviendra. Et je dis bien l'une des raisons, parce que même les revues reconnaissent que le mécanisme exact de la synergie glucose-fructose n'est pas entièrement réductible à un seul transporteur. On a une revue de Skoog 2011 qui insiste notamment sur le fait que les doses de test dépassent souvent le physiologique et que l'interprétation est loin d'être triviale. Mais celle-là, on y reviendra plus tard. Ensuite, il faut définir ce qu'on appelle la malabsorption du fructose. Donc c'est pas une allergie, c'est pas une intolérance immunitaire ou que sais-je, c'est juste une partie du fructose qui n'est pas absorbée dans l'intestin grêle, elle arrive au côlon et là, évidemment, ça va créer de la fermentation, des gaz, des douleurs et éventuellement un effet osmotique et de la diarrhée. Et ça, on l'a mesuré directement chez l'humain. Il y a une étude très classique, très citée, qui est celle de Gudmand-Hoyer, publiée dans Gut en 86, qui donne du fructose pur à des sujets et qui va mesurer l'hydrogène expiré. Et leur conclusion, elle est très très intéressante. Ils ont déterminé que la capacité d'absorption du fructose donné seul va de moins de 5 grammes à plus de 50 grammes selon les individus. Donc c'est une différence qui est énorme. Chez certains sujets, 5 grammes de fructose seul peut déjà dépasser leur capacité d'absorption, alors que chez d'autres, ils peuvent dépasser 50 grammes sans problème. Et ça, c'est hyper intéressant. On a une autre valeur très parlante, plus moderne et plus pédagogique, on va dire, qui est celle de Rao et Hall en 2007, qui ont montré que chez des sujets sains, 25 grammes de fructose est globalement absorbable, mais que 50 grammes entraînent une malabsorption chez beaucoup avec plus de symptômes. Là encore, on est sur du fructose isolé. Et ça concorde avec notre revue que j'ai citée précédemment, celle de Skoog et Hall en 2011, qui rappelle encore une fois que les doses utilisées dans les études vont souvent dépasser l'exposition habituelle qu'on peut facilement atteindre dans notre alimentation. Et du coup, on se retrouve à facilement surdiagnostiquer une intolérance, entre guillemets, qui n'a pas beaucoup de réalité au quotidien. Tu ne consommeras jamais 50 grammes de fructose pure et isolée dans ton alimentation. C'est juste pas possible. Ensuite, on a un point qui revient de façon très constante dans la littérature, c'est celui que le fructose est mieux absorbé lorsqu'il est consommé avec du glucose. Donc ça, c'est pas une hypothèse récente, c'est dès la fin des années 80. On a par exemple Trustwell et Hall, dans une étude publiée en 88, qui ont montré que lorsqu'on ajoute du glucose à une charge de fructose, la production d'hydrogène diminue nettement. Et la production d'hydrogène, elle va être présente quand tu n'absorbes pas correctement le fructose et que derrière il est fermenté et que ça produit justement de l'hydrogène qui est un gaz qui est mesurable. Et c'est la même observation que chez Gudmand-Hoyer dont j'ai parlé juste avant, avec le fructose seul et la malabsorption fréquente assez variable, des individus à 5 grammes, des individus à 50 grammes. Mais ce qu'ils ont aussi montré dans cette étude, c'est que lorsque les mêmes quantités
en termes de glucides sont donnés sous forme de sucrose. Donc pour rappel, le sucrose, c'est un ratio 1 pour 1 glucose et fructose ensemble, hein. C'est un disaccharide. Ou alors quand ils ont donné du fructose pur et du glucose pur ensemble à un ratio qui va être égal à celui du sucrose, donc 1 pour 1, on a une absorption qui va être améliorée. Et plus on se rapproche, ils ont testé différents ratios, hein, de fructose et de glucose isolés mais ensemble, plus on se rapproche du ratio 1 pour 1, donc 1 fructose pour 1 glucose, plus on va avoir une absorption qui est améliorée. Et ces résultats, ils ont été confirmés dans plusieurs études humaines qui ont utilisé là aussi le test respiratoire et donc la mesure d'hydrogène expiré. Ce point-là est donc bien établi, hein, que la présence du glucose améliore l'absorption du fructose chez beaucoup de personnes. À partir de ces données, certains ont proposé l'idée d'un ratio glucose-fructose proche de 1 pour 1, comme dans les études que j'ai citées juste avant. Et cette idée, finalement, elle est assez cohérente, mais il faut être précis sur son statut réel, hein. Aucune étude ne montre qu'un ratio précis protège tout le monde dans tous les contextes. Ce que montrent les études en revanche, hein, c'est qu'un excès important de fructose libre va augmenter les risques de malabsorption, que la présence de glucose réduit ce risque chez beaucoup d'individus, et plus on se rapproche de ce ratio 1 pour 1, ou alors bien évidemment plus de glucose que de fructose, plus la tolérance elle est améliorée chez la plupart des individus, mais cette réponse elle reste hautement individuelle. Donc ce ratio finalement c'est un outil intéressant en pratique pour expérimenter sur soi. Ensuite, il y a une autre erreur classique, c'est celle d'attribuer tous nos symptômes au fructose. On a beaucoup d'aliments accusés d'être riches en fructose qui vont contenir aussi d'autres composés, notamment par exemple des FODMAP comme le sorbitol. Et donc quand quelqu'un réagit mal à une pomme ou à une poire, le fructose peut effectivement être impliqué, mais il n'est pas nécessairement le seul facteur. D'ailleurs, on a une étude de Tuck et al. Publiée en 2017 qui montre que chez certains patients souffrant de troubles fonctionnels intestinaux, ajouter du glucose à un aliment riche en fructose n'améliore pas toujours les symptômes. Et ça suggère quoi? Ça suggère que chez ces profils, le problème est probablement moins l'absorption du fructose que la sensibilité viscérale ou la fermentation générale, pas que la fermentation excessive du fructose, hein. Par exemple, pour reprendre ce que je disais juste avant, ça pourrait être le sorbitol, notamment dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable ou du SIBO. Et si on sort un petit peu de la fermentation du fructose et qu'on s'intéresse à la molécule en tant que telle, il faut bien comprendre que les fruits se comportent différemment. Et c'est ici que beaucoup de discours nutritionnels deviennent simplistes. Les fruits, c'est pas juste du fructose, hein. Les fruits contiennent du glucose, du sucrose, des fibres, des polyphénols et d'autres composés bioactifs. Et plusieurs études montrent que cette matrice, elle va changer profondément la réponse métabolique et inflammatoire. On a par exemple une étude de Ganim et al. En 2010 qui a montré qu'après un repas riche en graisse et en glucides, accompagné soit d'eau, soit d'une solution auquel on va rajouter du glucose, soit de jus d'orange, et résultat, le jus d'orange, qui contient pourtant du fructose et qui n'a pas la matrice du fruit entier, hein, notamment les fibres, va atténuer fortement l'augmentation de l'endotoxémie postprandiale, donc de l'élévation des lipopolysaccharides et autres molécules bactériennes inflammatoires après les repas, et également atténue certains marqueurs inflammatoires qu'on peut observer avec l'eau seule ou l'eau plus le glucose. Donc ça, c'est une étude humaine, aiguë, avec des limites qui sont évidentes, mais elle montre quelque chose qui est assez important, je trouve, c'est que les composés accompagnant le fruit comptent également dans la balance, au-delà des fibres. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, on va vous dire, bon, les fruits, c'est OK, mais c'est que grâce aux fibres. Non, c'est pas le cas. Bien évidemment que les fibres sont importantes, mais ça résume pas, en fait, l'intérêt du fruit en tant que tel. Et ça montre qu'en dehors d'un contexte de surplus calorique, on va y revenir juste après, et intégré à un repas complet, un jus de fruits 100% fruits ne se comporte pas comme du fructose isolé et peut avoir une place différente de celle qu'on lui attribue souvent de manière caricaturale. Et si tu es surpris, ça nous permet d'enchaîner sur la partie qui fait peur, c'est-à-dire le fructose détruit le foie. Alors là, on doit être très rigoureux parce que c'est typiquement le genre de sujet où on peut raconter une histoire cohérente qui est en fait une extrapolation totale. Donc on va le diviser en plusieurs parties. Déjà, chez des personnes saines en conditions isocaloriques, que disent les données? Donc il y a une méta-analyse très intéressante, c'est celle de Xu et al. En 2014, qui ont fait une revue systématique plus une méta-analyse d'essais contrôlés sur des marqueurs de stéatose hépatique, donc de foie gras, et ils ont séparé deux situations. La première, en conditions isocaloriques, donc au niveau calorique de maintenance, on remplace des glucides par du fructose sans augmenter les calories totales.
Résultat, pas d'augmentation significative de la graisse hépatique intra-hépatocytaire, ni des enzymes hépatiques chez les participants sains dans ces essais. Et la deuxième situation, c'est la situation hypercalorique, en surplus calorique. Cette fois-ci, on ajoute du fructose, et là, on va observer une augmentation de la graisse hépatique et parfois des alates. Donc déjà, quand le fructose remplace d'autres glucides à calories égales, on ne voit pas un signal fort d'aggravation hépatique chez des sujets sains en conditions isocaloriques. Par contre, quand on ajoute du fructose en surplus, là, la graisse hépatique peut monter. Et ça change tout en fait, parce que ça fait apparaître le vrai déterminant, le surplus calorique. Et dans la même lignée, on a Johnston et Hall en 2013 qui ont comparé des apports élevés en fructose versus en glucose à apports énergétiques comparables. Et l'idée, encore une fois, c'était de vérifier si le fructose est spécialement pire que le glucose. Et globalement, ce type de design tend à montrer que quand tu contrôles l'énergie et le contexte, les différences ne sont pas aussi spectaculaires que le storytelling fructose égale poison. Ensuite, quand on observe des effets négatifs, c'est chez qui, à quelle dose et sous quelle forme. Parce que oui, il existe des essais où le fructose a des effets délétères. Mais regarde le contexte parce que c'est là que tout se joue. On a un exemple extrêmement connu, c'est celui de Stan Hope et Hall en 2009. Ils ont donné à des adultes en surpoids et obèses des boissons sucrées au fructose versus au glucose sur plusieurs semaines. On a observé des effets défavorables au niveau des lipides et de la sensibilité à l'insuline, et c'est souvent utilisé comme preuve que, vous voyez, le fructose est pire. Sauf que la population, elle est déjà métaboliquement à risque. Les patients sont en surpoids ou obèses. L'exposition, elle est liquide, ce qui la rend facilement surconsommable, et donc on est dans une logique d'apport qui facilite le surplus énergétique. On a un autre exemple très démonstratif sur le foie, c'est celui de Silbernagel et Hall en 2011. Là, on a cherché à donner des régimes hyper énergétiques très riches en fructose ou en glucose sur 4 semaines chez des participants en bonne santé cette fois-ci. Et il conclut que les effets sur la graisse hépatique et la composition corporelle ne sont pas radicalement différents entre le fructose et le glucose dans ce cadre. Donc ça soutient encore l'idée que c'est le surplus énergétique qui est un driver majeur des problèmes. Et donc, pourquoi ça n'a pas de sens d'extrapoler ça aux fruits ou au fructose, entre guillemets, normal? Si tu compares ça à calories égales, les méta-analyses contrôlées, comme Chu et Hall 2014 dont j'ai parlé tout à l'heure, ne montrent pas de signal fructose égale foie gras chez les sujets sains. Les effets négatifs, ils vont apparaître surtout en surplus calorique, sous forme liquide ou isolée, qui va favoriser le surplus calorique, éventuellement la fermentation au niveau de l'intestin, surtout si le ratio glucose-fructose n'est pas bon, et c'est ce qui se passe quand la forme est isolée et liquide dans certaines études, et ou chez des sujets déjà métaboliquement non sains, donc soit en surpoids, obèses, avec un diabète de type 2, de l'insulinorésistance, etc. Et même dans certains essais à très hauts apports, on ne voit pas toujours de différence massive entre fructose et glucose dès qu'on contrôle l'énergie, ce qui casse un petit peu l'idée d'une toxicité unique du fructose. D'ailleurs, la revue de Jensen et Hall 2018 discute beaucoup de la place du fructose dans la stéatose hépatique, mais c'est une synthèse qui s'appuie largement sur des contextes de surconsommation et de dysfonction métabolique. Et c'est ce qui est précisément le point important, la vulnérabilité du terrain et l'excès qui compte le plus. Et maintenant, tu peux t'en rappeler, j'ai parlé du jus de fruits. Et qu'est-ce que ça donne le jus de fruits dans tout ça? Est-ce que c'est vraiment différent des fruits entiers? Et là, je vais peut-être te surprendre, mais à ce jour, il n'existe pas de preuves solides montrant que la consommation de jus de fruits 100% fruits, c'est très important, en conditions réalistes et hors surplus calorique, induit une stéatose hépatique chez des individus métaboliquement sains. On voit souvent ces arguments dans les études observationnelles. Et dans les études qui observent justement une association entre stéatose et consommation de jus de fruits, le problème c'est que la catégorie, elle inclut indistinctement nos jus de fruits 100% fruits, les nectars, les jus reconstitués, les boissons aux fruits avec sucre ajouté et parfois même certains sodas aromatisés. Et ça, c'est une faiblesse méthodologique reconnue et extrêmement importante. Souviens-toi de l'exemple que j'ai donné de Gagné et Hall en 2010 avec le jus d'orange versus l'eau avec le glucose ajouté, qui pourrait s'apparenter à différents sodas aromatisés ou autres. On a plusieurs revues qui soulignent explicitement ce problème, notamment dans le champ pédiatrique et métabolique, ce qui limite très fortement l'interprétation causale. À ce jour, il n'existe donc pas de preuves solides montrant que la consommation de jus de fruits 100% intégrée à l'alimentation sans surplus calorique provoque une stéatose hépatique chez des personnes métaboliquement saines. Ça ne veut pas dire qu'on peut en boire des litres et des litres sans limite, attention, mais ça veut dire que le discours jus de fruits égale foie gras n'est simplement pas étayé sur les données actuelles. Et au niveau des études qui ont cherché à réellement faire cette distinction,
On en a peu. On a par exemple une analyse assez récente qui est issue de la cohorte Biobank qui a été faite par Sun et Hall en 2023. Et là, ils ont examiné séparément l'association entre soda, boissons artificiellement sucrées et jus de fruits 100% fruits avec la survenue de la stéatose hépatique. Et ils ont constaté que contrairement aux boissons sucrées, l'association entre jus de fruits 100% et stéatose hépatique n'était pas significative. Même constat dans une revue systématique et une méta-analyse de Boxy et Hall en 2014, mais cette fois-ci sur le risque de développement de diabète de type 2. Et lorsqu'ils font la séparation des jus de fruits 100% fruits du reste des boissons sucrées qui pourraient être apparentées au jus de fruits, encore une fois, on va avoir une association avec les boissons sucrées ou les jus de fruits avec du sucre ajouté, mais on n'a pas d'association significative avec les jus de fruits 100% fruits. Alors avant de conclure, on va parler d'un dernier point important. Chez certaines personnes sortant d'un régime très pauvre en glucides, la réintroduction du fructose peut être mal tolérée au début. En tout cas, c'est ce que des travaux expérimentaux montrent, comme quoi l'expression des transporteurs comme GLUT5 va s'adapter à l'exposition alimentaire. J'ai par exemple cité Ferrari et Hall en 2008 au début de ce podcast. Et donc, dans cette situation, on peut envisager que ce soit le cas après un régime low carb ou cétogène, comme par exemple c'est le cas pour la sensibilité à l'insuline ou pour la réintroduction du lactose après une longue éviction dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Donc si on résume tout ce qu'on vient de voir, il n'y a pas de solution universelle, mais plusieurs leviers qui sont simples et logiques à tester. Déjà, au niveau digestif, on a plusieurs points clés à prendre en compte. La première chose, ça va être la dose. Chez beaucoup de personnes, le problème, c'est pas le fructose en soi, mais la quantité par prise. Donc l'idée, c'est de réduire les portions, d'éviter les grosses charges de fructose isolée, et ça peut déjà suffire à faire disparaître les symptômes. Dans un second temps, il y a également le contexte qui est important. Le fructose, il est généralement mieux toléré quand il est consommé avec d'autres glucides, notamment du glucose ou de l'amidon qui va être transformé en glucose et intégré à un repas complet. Et c'est souvent très très différent d'un fructose qui va être consommé seul, sous forme liquide ou concentré. Alors, dans un repas qui contient de l'amidon, par exemple des fruits, des céréales, des légumes et des produits animaux, ça va être assez facile de se rapprocher du ratio 1 pour 1. Généralement, on va même avoir plus de glucose que de fructose. Et ça, c'est lié à l'absence de fructose dans l'amidon, qui va être découpé enzymatiquement en plusieurs unités de glucose. Dans un repas qui ne contiendrait pas d'amidon, mais dans lequel on voudrait quand même se rapprocher d'un ratio qui est plus proche du 1 pour 1, on va choisir des fruits comme source de glucides qui vont être plus proches naturellement de ce même ratio. Et je pense par exemple à l'orange, au raisin, à l'ananas et à d'autres fruits qui peuvent se rapprocher de ce ratio naturellement. Et si ça te concerne et que tu veux expérimenter, je t'encourage à te renseigner sur le ratio des fruits. Et enfin, le dernier point, ça va être de ne pas tout attribuer au fructose. Si les symptômes persistent malgré tous ces ajustements, peut-être qu'il faut envisager d'autres pistes, comme par exemple celle des FODMAP. Ensuite, au niveau métabolique, c'est vraiment le total calorique finalement qui est le plus important, ainsi que la source alimentaire. Donc rappelle-toi, les fruits entiers et dans certains contextes, les jus de fruits 100% fruits ne se comportent pas comme du fructose isolé. Donc on a les fibres, la structure, les polyphénols et les autres composés bioactifs de l'aliment, du fruit, qui vont venir modifier la réponse digestive et métabolique. Donc l'idée c'est de privilégier les fruits entiers et éventuellement les jus de fruits 100% fruits dans un second temps, qui restent néanmoins moins intéressants que le fruit entier, notamment dû à l'absence de fibres. En fait, de mon point de vue, le jus de fruits 100% fruits, c'est un outil qui est intéressant si tu as une grosse maintenance calorique et qu'il t'est difficile de l'atteindre dû à la grande quantité de fibres. Par exemple, si je prends mon cas, c'est ce que je fais avec une maintenance à 3500 calories par jour environ et déjà 50 à 60 grammes de fibres dans mon alimentation. Et donc le jus de fruits, il me permet d'atteindre mon total calorique et d'atteindre mes niveaux de glucides beaucoup plus facilement que si je devais encore rajouter d'autres types d'aliments qui pourraient venir un petit peu perturber ma digestion. Donc pour conclure, tu l'as compris, le fructose, c'est ni un poison, ni un sucre anodin dans tous les contextes. Et les études, elles montrent surtout une chose, quand il pose problème, c'est majoritairement un problème d'absorption, de contexte métabolique, de contexte énergétique et ou d'apport massif supraphysiologique et isolé. C'est pas une toxicité intrinsèque au fructose. Et ça permet de comprendre quoi ? Ça permet d'éviter les évictions inutiles, de tester intelligemment et de sortir des peurs alimentaires surtout. Et c'est vraiment ça l'objectif de NutriCode, prendre le temps de comprendre là où tout va trop vite ailleurs et particulièrement sur les réseaux.
Si tu apprécies ce format et que tu veux suivre les prochains épisodes, tu peux t'abonner à NutriCode sur Spotify et laisser une évaluation, ça aidera vraiment le podcast à se développer. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode pour continuer à décoder la nutrition, le sport et la santé appliqués à la vraie vie.